Les députés de l'opposition ont quitté la salle de réunion dès que le Premier ministre a commencé à présenter le programme de mise en œuvre du politique générale de l'État lors de cette première journée de la session spéciale. Selon eux, ce programme ne respecte pas les dispositions légales, le gouvernement n'étant pas encore composé. Les élections communales se tiendront le 11 décembre 2024, selon la décision du Conseil du gouvernement. Les politiciens ont dénoncé qu'encore une fois, les décisions dans le pays sont prises au gré des dirigeants, sans aucune considération pour la loi. Dans l'actualité internationale, contrairement à Hiroshima, Nagasaki n'a pas souhaité la présence de l'ambassadeur d'Israël à la cérémonie organisée en souvenir du bombardement atomique de 1945. Déplorant une politisation de l'événement, les pays occidentaux ont choisi de ne pas envoyer leur ambassadeur. Les députés de l'opposition ont quitté la salle de réunion dès que le Premier ministre a commencé à présenter le programme de mise en œuvre du politique générale de l'État lors de cette première journée de la session spéciale. Leur départ est motivé par le fait que ce programme ne respecte pas les dispositions légales, car elle aurait dû avoir lieu après la nomination des nouveaux ministres et non pendant que les ministères soient encore dirigés par des ministres intérimaires. De plus, cela ne relève pas des affaires courantes et ne devrait donc pas être décidé par un gouvernement constitué de ministres démissionnaires. Programme de mise en œuvre en politique générale de l'État. Pourquoi la présentation de ce programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État, qui est fondamentale pour le pays, est-elle ainsi imposée en violation de la Constitution et de la loi? Cela ne relève pas des affaires courantes. Ce sont les ministres légitimes qui doivent élaborer et présenter ce programme au Conseil du gouvernement. Nous avons constaté que ce programme a été imposé et qu'il y a une tentative de nous museler. Ce n'est pas la présence du Premier ministre qui pose problème, mais le fait que le programme qu'il souhaite présenter ne respecte pas les dispositions légales. La politique générale de l'État, présentée aujourd'hui, n'a révélé aucun changement significatif et reste fondée sur les 3 piliers annoncés en janvier. Le premier pilier concerne le développement du capital humain et la priorité accordée aux besoins sociaux du peuple. Le deuxième pilier vise la promotion de l'industrie et la création d'emplois. Le troisième pilier se concentre sur l'établissement d'un État bien gouverné, notamment à travers l'amélioration de l'administration de la fonction publique et la lutte contre la corruption. Selon les députés, malgré ces 3 piliers, aucun progrès tangible n'a été observé dans le pays. Ils ont souligné qu'ils ne tiennent pas à être responsables des conséquences du programme que les dirigeants souhaitent réaliser. Ce sont de telles actions bâclées qui détruisent notre pays, déjà en grande difficulté. Nous n'aurions jamais imaginé que les habitants d'Antananarivo seraient contraints d'acheter de l'eau à des prix exorbitants et de la faire transporter en citerne, comme à Mbumbe. Nous faisons face à des délestages, des routes en piteux état et les bourses des étudiants d'à peine plus de $6 ne sont pas versées. Pourquoi en sommes-nous là à cause des violations de la loi et de telles décisions bâclées? Nous ne voulons pas assumer la responsabilité de telles actions. C'est pourquoi nous avons quitté la salle. Les députés qui ont quitté la salle de réunion ont souligné que la présentation du programme de mise en œuvre de la PGE, qui n'a même pas été soumise au Conseil du gouvernement, ne respecte pas la Constitution. Aucun gouvernement légitime n'a encore été constitué car tous les ministres précédents ont démissionné et ne peuvent se charger que des affaires courantes. La restauration de l'état de droit est l'un des objectifs de l'opposition. Les députés de l'opposition ont ainsi souligné qu'il est inacceptable que la Constitution soit violée au sein de leur institution. La Direction générale des impôts a rapidement publié un communiqué affirmant que le gouvernement malgache n'a pas augmenté l'IRSA à 25% et qu'il reste actuellement à 20%. La DGI a également précisé que la décision d'augmenter ou non l'IRSA relève du cadre de la loi des finances.
Notons que notre édition d'hier n'annonçait pas que l'augmentation avait déjà été mise en œuvre, mais que l'IRSA allait bientôt augmenter car les dirigeants devront procéder à cette hausse. Les raisons sont claires, selon les explications. Les recettes de l'État sont insuffisantes en raison de l'absence d'une politique claire et de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Je suis convaincu qu'ils souhaitent augmenter l'IRSA. C'est en fait une directive du FMI qui impose d'accroître les recettes de l'État. La question est pourquoi l'État peine-t-il à générer des recettes? La réponse est simple. Même dans le domaine de l'exportation, des démarches qui ne nécessitent pas d'agrément en sont imposées et les initiatives contraires aux intérêts des dirigeants sont freinées. De plus, les obstacles à l'importation et les problèmes économiques découragent les investisseurs. Par exemple, une personne envisageait d'investir 20 millions de dollars dans une entreprise à Touamassine, mais a renoncé en raison des problèmes d'électricité. Le barrage de Vouloubé, qui aurait dû être signé il y a longtemps, n'a été ratifié par le président que l'année dernière, après plus de 5 ans d'attente. C'est pourquoi nous manquons de recettes, reculons et subissons les directives des bailleurs de fonds. Les dirigeants craignent d'agir par peur du peuple, mais cela découle en réalité de leur mauvaise gouvernance. Si les autorités permettaient aux gens de travailler librement, comme il se doit, nous pourrions générer davantage de recettes. Outre le manque de recettes fiscales, il y a également un problème de transparence dans la gestion des fonds publics. Un exemple en est l'argent du fonds routier destiné à la réparation et à l'entretien des routes, comme l'a souligné ce député. On ignore où cet argent est réellement dépensé. La Banque mondiale avait alloué environ 15 millions de dollars pour la réhabilitation de la RN2. Cet argent est désormais épuisé et la route n'a été réhabilitée que du PK0 au PK78. De même, 12 à 15 millions de dollars ont été affectés à la RN7, mais seulement une partie a été utilisée pour la section allant jusqu'à Antirabé. Ces actions ne résolvent pas les problèmes existants. Le problème routier est en réalité plus profond. Environ 800 milliards d'arrières du fonds d'entretien routier ont disparu. Où sont passés ces fonds? Nous avons des raisons de nous inquiéter de l'état des routes, surtout lorsque des fonds disparaissent. Le ministre des Travaux publics, qui devrait fournir des explications à ce sujet, reste absent. Nous contribuons tous à ce fonds routier chaque fois que nous utilisons du carburant, même en prenant le bus. Chaque mois, des montants importants sont versés dans le fonds routier, pouvant atteindre jusqu'à 20 milliards d'arrières. Où va cet argent? 20 milliards d'arrières pourraient suffire à l'entretien de la RN2, alors que nous injectons 200 milliards d'arrières pour les routes par an. Où passent tous ces fonds? Face à cette situation où le rapport du FMI indique clairement que l'État malgache est déterminé à réformer l'IRSA en le portant à 25% contre 20% auparavant, il est légitime de se demander si le démenti de la DGI d'hier pourrait influencer le déblocage des financements prévus pour septembre. Les élections communales se tiendront le 11 décembre 2024. Cette décision du gouvernement a surpris les observateurs et surtout les politiciens qui ont dénoncé des décisions prises au gré des dirigeants sans aucune considération pour la loi. Rappelons que ces élections auraient initialement dû se tenir le mercredi 6 novembre 2024, conformément à la proposition de la CENI. Toutefois, elles ont été reportées au 11 décembre à la demande du Premier ministre qui a justifié ce report par le fait que le nouveau gouvernement n'est pas encore en place. On pourrait croire que les affaires nationales sont gérées comme un jeu. Les élections ont été retardées en raison de la non-formation du gouvernement, le cabinet actuel n'étant pas encore en mesure de prendre des décisions majeures et se contente d'assumer les tâches courantes. Cependant, un communiqué suite à un conseil du gouvernement annonce maintenant la publication des décrets appelant aux urnes. Cette situation est regrettable. Bien que personne ne s'oppose à la tenue des élections, il est essentiel de respecter la loi. Une telle démarche montre un manque de rigueur et compromet la stabilité des élections à venir.
De plus, malgré la publication des décrets concernant la mise en œuvre de ces élections municipales, les détails précis régissant ces élections selon la loi restent inconnus. Des manœuvres politiques sont déjà en cours. Il reste encore de nombreuses incertitudes, notamment concernant le financement des élections, et il nous faut attendre pour en savoir plus. Personnellement, je n'ai pas vu de copie des décrets concernés. Nous devons voir s'il y aura des contraintes internes ou si les décisions seront sérieuses, même si elles vont à l'encontre de la loi. Il est crucial que nous considérions ensemble les intérêts pour le développement du pays. La période envisagée pour ces élections est difficile, ce qui complique leur réalisation, étant donné que les élections vont tout de même se tenir et qu'il n'y a toujours pas de gouvernement en place. Pourquoi ne pas les organiser en novembre, qui est la période la plus propice? Ces élections permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants locaux, même si derrière, il y a des enjeux politiques et les calculs des politiciens en vue des élections sénatoriales de 2025. Il serait préférable que les intérêts du pays priment, car les manipulations politiques ne font que nuire et ce sont les citoyens qui en pâtissent. Actuellement, de nombreux dysfonctionnements affectent les collectivités décentralisées, au-delà du cas des 28 communes sans maire depuis 4 ans en raison de l'absence d'organisation de nouvelles élections par les dirigeants. Madagascar compte 1695 communes rurales et urbaines. La préparation de ces élections nécessite du temps, sans compter la préparation et l'impression des bulletins de vote uniques pour chaque commune. Le navire hôpital Mercy Ships, actuellement à Thomasin, commence progressivement à renvoyer chez eux ses patients en raison du refus du gouvernement malgache d'approuver le nouveau protocole d'accord nécessaire à la poursuite des actions médicales gratuites. Selon les informations obtenues, les patients qui devaient subir une intervention chirurgicale et un traitement depuis le début du mois d'août ont été renvoyés dans leur localité d'origine. Ils ont reçu une lettre d'excuse leur indiquant qu'ils ne pourraient plus bénéficier des soins promis par Mercy Ships. Beaucoup de ces patients, venus de loin, expriment leur déception face à l'impossibilité de poursuivre leur traitement, soulignant que les soins offerts par Mercy Ships étaient inestimables. Malheureusement, le gouvernement malgache les empêche désormais de profiter de ces services. Nous venons d'Ambiloubé et avons été contactés par Mercy Ships en mai. À notre arrivée, nous avons été pris en charge sans avoir à débourser de frais. Les soins ont commencé et mon fils a dû suivre plusieurs traitements. Nous avons embarqué sur le navire en juin, où la première intervention a été réussie, mais une seconde intervention est encore nécessaire. Étant seul et sans emploi, je n'ai pas les moyens de financer cette deuxième opération. Nous sommes inquiets pour notre situation, d'autant plus que tous nos amis ont déjà reçu des lettres d'excuses pour leur renvoi. Le navire doit partir faute de protocole d'accord. Nous implorons les dirigeants d'approuver ce protocole et de nous sauver. Le problème rencontré par Mercy Ships à Thomasin est largement connu, tant par les représentants de l'État dans la localité que par les dirigeants actuels. Malgré l'alerte lancée par le journaliste d'investigation Michaelis Niemaaz de Thomasin, partagée durant notre édition du 3 août, les dirigeants sont restés silencieux. Cette absence de réaction suscite des inquiétudes et alimente la colère des Malgaches. Il ne reste plus que quelques jours avant que Mercy Ships ne termine son escale à Thomasin, à moins qu'une action rapide ne soit prise pour approuver le protocole d'accord. Chaque jour, des centaines de personnes se rendent dans les centres de santé en raison de maladies liées au pullulement des ordures dans la capitale. Les maladies respiratoires, la diarrhée, la grippe sévère et le rhume sont parmi les affections les plus fréquentes, a expliqué un médecin. Les ordures doivent être correctement évacuées. Leur accumulation en un seul endroit favorise l'apparition de diverses maladies, telles que les maladies respiratoires causées par les odeurs et l'humidité, les grippes, les toux et les allergies respiratoires exacerbées par le changement climatique et les odeurs nauséabondes. Les canalisations et les drains obstrués par les ordures empêchent l'évacuation des eaux usées qui se répandent dans les rues, les cours et s'accumulent entre les maisons. Ces conditions entraînent également des diarrhées, des maux de ventre et la propagation de la gale.
Les ordures commencent à se répandre à nouveau dans la capitale. Les habitants attendent des autorités des actions concrètes en matière d'assainissement et non des promesses. La saleté de la ville est préoccupante. Alors que nous espérions une amélioration basée sur les promesses des dirigeants, la réalité est bien différente. Cette situation nuit à la santé et à la qualité de l'air, aggravant ainsi les difficultés des habitants qui doivent dépenser de l'argent pour se soigner. Les maladies se propagent en raison de la présence omniprésente des ordures et de la saleté dans la ville. Les habitants sont touchés par des maladies respiratoires, des intoxications et d'autres problèmes de santé liés à cette situation. Les autorités ne devraient pas attendre que les ordures s'accumulent pour prendre des mesures. Il est également important que chacun prenne ses responsabilités et maintienne la propriété afin d'éviter la propagation des déchets. La campagne de vente de fournitures scolaires à prix abordable, organisée par le VMMM, l'Association des femmes malagasy Miaramiang, a été officiellement lancée aujourd'hui dans la commune d'Ambohitmanjaka. Comme chaque année, l'association s'efforce d'alléger le fardeau financier des parents face au coût élevé des fournitures scolaires. De nombreux foyers se trouvent en difficulté à l'approche de la rentrée scolaire. Cette campagne se déroulera dans chaque district, offrant aux habitants une solution économique et pratique. Une telle initiative représente un gain financier et de temps pour les bénéficiaires. Le prix est vraiment abordable. Nous avions déjà vu les tarifs sur Facebook et à Analakil. Ici, il n'y a pas de frais supplémentaires à payer, ce qui soulage. Nous avons appris l'existence de cette vente ce matin à la télé. Alors nous sommes venus voir et avons fait des achats. Ceux qui en entendent parler devraient venir eux aussi. Pour moi, cela en valait vraiment la peine. C'est pourquoi j'ai acheté. Tous les types de fournitures scolaires nécessaires sont disponibles. Cette campagne de vente se prolongera jusqu'au mois de septembre et s'étendra à de nombreuses communes afin d'aider les parents. Contrairement aux pratiques courantes sur le marché, aucun bénéfice n'est ajouté au coût des fournitures proposées. Comme chaque année, l'Association des femmes malagasy Miaramiang a débuté, ici à Ambohitmanjaka, district d'Ambohitmanjaka, la vente de fournitures scolaires à prix abordable pour soutenir les parents en vue de la rentrée scolaire. Les habitants qui se sont déplacés étaient enthousiastes car cette initiative amoindrit leurs dépenses. La forte affluence s'explique en partie par les actions de sensibilisation que nous avons menées. Nous avons veillé à proposer les articles les plus essentiels et avons même élargi l'offre, conscients de l'impact positif de ces actions sociales sur les parents. Les prix sont alignés sur ceux des distributeurs, sans aucune marge bénéficiaire, car l'objectif des femmes malagasy Miaramiang est avant tout de soutenir les familles. La campagne de vente de fournitures à prix abordable se poursuivra dans le district d'Atsimjan au sein de la commune de Tanzbat pour demain.